Eric, bonjour. Bonjour Marie, Comment ça va? ça va et toi? Ça va bien, merci. T'as mis ta plus belle chemise blanche? Oui, bah écoute, hein, pour l'association, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il faut être présentable. Ça fait plaisir de pouvoir avoir cet entretien avec toi. Je pense qu'on va le faire sous forme de discussion et pas de questions-réponses. Avec plaisir. Ça va permettre aux gens qui nous suivent d'en savoir un peu plus sur le président de Pont Afrique Investissement. Ce président si impliqué et je pense grâce à qui on avance quand même à notre rythme, mais on avance un peu tous les jours grâce à autant que tu consacres à l'association. Et je voulais profiter de cet entretien pour te réitérer mon respect et toute ma gratitude. Ben, je te remercie beaucoup. En tout cas, je pense que l'association est comment dire, c'est un projet qui va même au-delà de nous. Et quand on porte quelque chose qui va au-delà de nous, qui concerne toute la communauté, africaine, panafricaine et antillaise, je pense que il est de notre devoir de se donner à 200%. Et Merci donc, beaucoup. c'est pour ça que voilà, je ne compte pas mes heures quand il s'agit en fait de l'association. Tout à fait. Et toi, en fait, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de me suivre dans cette aventure-là quand je t'en ai parlé, sachant que pour l'instant, tu es encore dans la diaspora et que tu envisages sur du moyen terme, on va dire, de revenir dans ton pays d'origine? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer autant dans l'association et de prendre la présidence de cette association-là? Ben écoute, comment dire, c'est un rêve que j'ai toujours nourri en fait, hein. Quand je suis parti en Côte d'Ivoire en 2022, je suis parti en Côte d'Ivoire et j'ai vu vraiment les transformations. J'ai vu les transformations et puis j'avais reçu en fait un ami qui vivait ici et qui est venu en fait ici pour ses études et il est rentré au pays et au pays ben, il est devenu le directeur autonome du commercial en fait du port autonome d'Abidjan. Ok. Et donc justement cet ami-là est venu nous voir euh, à la maison dans la résidence qu'on avait prise et a dit que en fait comment dire, la Côte d'Ivoire en train de se développer à vitesse grand V et que en fait on était dans un wagon et que le wagon avait déjà démarré et que dans 5 ans ça allait être difficile en fait pour tous ceux qui vont arriver après 5 ans d'avoir leur place. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je me suis dit ben écoute c'est le moment en fait de faire quelque chose. Ouais. Et je pensais à faire un projet individuel bien sûr de patriation, de retour en Afrique d'ici 4-5 ans. Et voilà, bon, après, c'est la vie nous reprend, on reprend des activités en France, et puis voilà, comme j'ai toujours travaillé à mon compte, euh, voilà, les clients, les banques, le business, puisque je suis courtier en prêt immobilier, et donc la routine reprend, et puis un jour, tu m'as appelé pour me dire, ben, Eric, j'ai une super idée, est-ce qu'on pourrait faire une association et tout ça? Je dis oui, mais c'est génial parce que c'est exactement ce que je suis en train de... C'était dans mes projets de revenir au pays de façon individuelle. Mais là, s'il s'agit d'une association, c'est encore mieux parce que en fait, ça implique plusieurs personnes et justement, voilà, on pourrait travailler pour la diaspora. Et donc, comme j'ai vraiment l'esprit de service, je me suis dit, ben, effectivement, je peux m'y mettre et puis voilà. D'accord, merci. Et est-ce que tu penses que le retour en Afrique est plutôt un phénomène de mode à l'heure actuelle? Parce que on voit quand même, surtout là, il y a eu un petit effet Cannes là, Cannes de Côte d'Ivoire là. Est-ce que tu penses que c'est un phénomène qui va passer? C'est une tendance qui va passer très rapidement, ou tu penses qu'elle va s'installer dans la durée et être sur une longue période?
Ben écoute, moi, quand je suis parti à Abidjan en 2022, franchement, j'ai vu des changements notoires. Parce que même, je me rappelle, en 2013, je suis parti à Sangon, Mhm, dans un village ébrié à Abidjan, et les routes n'étaient pas du tout bonnes. Et quand je suis reparti, j'ai vu que en fait, toutes les routes de Sangon ont été refaites. C'était impressionnant. J'ai vu que ça construisait partout, partout, de l'aéroport jusqu'à la maison. Ça construisait, ça construisait. J'ai vu les ponts sortir de terre, le quatrième pont. J'ai vu les ponts à Yopougon. J'ai vu tellement de choses. J'ai vu même au plateau, ça continuait de construire. Je crois que c'est la tour F qui devait sortir aussi. Et puis la Y4. Et puis on a été voir en fait notre ami, un de mes oncles, qui habite comment on appelle ça, euh, vers, euh, euh, vers le stade. mhm. Euh, et c'est Beaunois, non, je crois. Ça s'appelle comme ça, le coin. Je sais Le plus. stade des Bempé Mhm. Dans à le Niamey. quartier. Ouais, vers Agnaman et le Mhm. quartier qui est à côté d'Abobo, là. On a Ouais, été ça. le voir. Voilà, on a été le voir et je- j'ai vu qu'il y avait une route secondaire qui était en train d'être faite. Et justement, bon, c'est juste avant la CAN, en fait. Et cette route, en fait, elle était, sur deux ou trois ou quatre voies. Et c'était une très large route. Et donc, toute la route de la prison civile là, qui va à Nyama, là. Voilà, c'était quelque chose qui était en train d'être toute refaite. Et donc, j'ai vu et je me suis dit, waouh, le pays est en train de se développer, c'est impressionnant et tout. Je pense que le pays est en train de se développer et que le terrain est en marche et que dans 5 ans, si je ne me bouge pas pour revenir, voilà. Donc, pour moi, effectivement, la canne a aidé, hein. La canne a aidé à acquérir rapidement ces infrastructures, faire des routes, hein. Euh, mais il y a ce sont des projets en fait qui sont ancrés dans le long terme parce que ben, ces routes, elles vont toujours continuer à servir. Ça ne va pas s'arrêter parce que la canne est finie. Toutes ces infrastructures, ces immeubles qui sont en train d'être construits, ça va continuer encore, hein, à être utilisés. Les stades qui ont été construits vont toujours continuer à faire rayonner la Côte d'Ivoire. Et tous les investisseurs, c'est pas parce que la Cannes est venue, a été, la Cannes qui a été un vrai succès, bien sûr, pour la Côte d'Ivoire, parce Mhm. qu'il y a eu près de 2 milliards de spectateurs qui ont regardé la Cannes, que ce soit à la télé, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et tout ça, ce sont des sources d'investissement. Toutes ces personnes-là qui ont, voilà, ça attire en fait les investisseurs, les bailleurs, et, ça attire vraiment les regards sur la Côte d'Ivoire. Donc effectivement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, le pays est parti pour un développement durable en fait, hein. C'est pas quelque chose qui va s'arrêter demain parce que demain, on aura encore d'autres événements et puis il y a beaucoup d'investisseurs qui se sont carrément installés en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de Marocains, beaucoup de Libanais. Bon, les Libanais, ils sont là depuis longtemps, mais des Russes, des Syriens, des Israéliens, tous ceux que, en fait, on ne voyait pas forcément, mais qui sont là maintenant, qui sont là. Et puis, il y a beaucoup d'influenceurs ivoiriens. Il y a même le chanteur Youssoupha hein, qui a déménagé, qui est installé à plein temps en Côte d'Ivoire. Donc, beaucoup de gens voient maintenant le potentiel du pays qu'on ne voyait pas avant et ça ne fait que se développer. Donc, pour moi, c'est un développement durable il faut profiter parce que, en fait, j'ai vu des constructions qui sont aux mêmes normes qu'ici, en fait, hein. Il y a des promoteurs immobiliers qui construisent des immeubles qui sont pareils qu'ici. Tout à fait. Euh, il y a tout. C'est comme ici, en fait. Voilà. En plus, il y a la clim. Donc, pourquoi pas. Et puis, il y a le beau temps toute l'année. Donc, voilà. Les routes vont désengorger les routes, les embouteillages vont baisser. Il y a aussi le métro qui arrive à Abidjan, un métro aérien qui arrive à Abidjan. Donc, tout ça, ça crée en fait Les bons euh, signaux des qui bons indiquent. signaux et une atmosphère de business voilà, à développer à vitesse grand V parce que
la croissance de l'Afrique en général est à deux chiffres, pendant que l'Europe est bien en train de décliner. On le voit très bien, les chiffres ne sont pas toujours réduisants. Il y a les crises un peu partout, la guerre en Ukraine, les problèmes d'approvisionnement en matières premières, les problèmes de natalité. Voilà, tout ça, ça fait que bon, voilà, le moral est un peu en berne en Europe et ça se développe plus sur l'Afrique qui était un continent jeune et dynamique. Et d'ici 5 ans, toutes ces personnes-là vont être, tous ces jeunes-là qui sont en Afrique, vont être sur le marché du travail et tout ça, c'est des gens qui vont travailler donc pour venir créer des emplois. Merci. Ça voudrait dire que ce sont des signaux qui, toi, en tout cas, en tant qu'étranger, français d'origine étrangère vivant en France, qui t'ont rassuré et qui t'ont donné vraiment envie de faire partie de ce dynamisme-là et de ce développement. Oui, Mais courtier en prêt immobilier ici en France, est-ce que tu penses que le domaine du courtage, pour en revenir un peu à ta profession, est un domaine que toi, si tu rentres demain, tu aimerais plutôt intégrer une entreprise de courtage ou plutôt créer ton entreprise et puis former des jeunes peut-être au métier de courtage si c'est pas très développé dans nos pays? Parce que je parle de nos pays en général, parce que moi, je parle toujours en termes d'Afrique et pas forcément en termes de pays, de Côte d'Ivoire. Est-ce que tu te dis, ben, si j'ai des opportunités demain à Dakar ou à Conakry, je serais plutôt à regarder de ce côté-là, ou est-ce que tu tiens plutôt à t'installer dans ton pays d'origine, sachant que tu es d'ethnie ébriée et que Abidjan vous appartient? Comment tu vois ça? ben, je suis ébrié, effectivement, on ne retourne que sur ces terres en général. Et vu que en fait mon village c'est Abidjan, je suis de Yopougon et mon village c'est Yopougon Kouté. Et donc j'ai des terres là-bas. Et donc en fait, voilà, ma destination naturelle c'est effectivement la Côte d'Ivoire dans un premier temps. Euh, on va pas dire que, voilà, moi, je vais faire quelque chose déjà chez moi. Et si je dois retourner, effectivement, ce serait pour créer ma propre boîte et développer en fait le concept de courtage qui est méconnu, qui est totalement méconnu, qui est peut-être confidentiel même en Côte d'Ivoire, le développer et dupliquer le modèle en fait dans d'autres pays, en Afrique de l'Ouest notamment. Euh, voilà, il y a des pays comme le Togo, le Bénin, qui sont à côté. On peut dupliquer ça, le Ghana, bon, ils sont anglophones, mais bon, voilà, on peut toujours travailler avec eux. Il y a au nord, il y a le Burkina Faso, le Mali et puis la Guinée à l'ouest. Le Libéria, bon, c'est des anglophones, mais voilà, il y a tellement de choses à faire. Il y a un terrain immense qui est vierge, quasiment vierge, à développer. Donc, pour moi, voilà, c'est un terrain de jeu où on va jouer. Donc, la France est déjà saturée en termes de courtage et enfin, c'est pas encore saturé, il y a encore beaucoup de business à faire en France, mais quand tu as une page blanche où il faut écrire, autant aller être l'acteur que d'aller travailler pour une société de la place. Voilà, je pense que Et, et ces projets-là, tu les vois se réaliser en combien de temps à peu près? 2, 3, 4 ans? ouais, voilà, ben, je me donne 3 ans pour mettre tout ça en place, quoi, avant mes 50 ans. Ça La se voit société pas, ça se voit t'accompagne. pas, mais le temps passe. Je disais que l'association sera là pour t'accompagner en tant que président. Et puis, nous qui avons déjà franchi le cap, on sera là également pour te tenir la main et t'accompagner dans cette transition-là. Ben, ce sera vraiment avec plaisir. En fait, moi, comment dire, l'association est une véritable famille maintenant pour nous et on ne peut pas se passer une journée sans avoir au moins une personne de l'association. Tout à fait. Et pour nous, c'est tellement important d'être en contact, de s'échanger les informations, les business, de faire des webinaires, de s'échanger des informations, des ateliers de travail, monter des nouveaux projets. On a des projets à développer
très bientôt, en 2025, on va saturer l'Afrique de nos projets de salons, de festivals. Même en Europe, on va organiser pas mal de choses, des rencontres thématiques, des conférences. Il y a tellement de choses à faire. Tout à fait. Voilà, donc le travail est immense en fait, hein. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire et puis il y a beaucoup aussi d'informations qui ne sont pas, que les gens ignorent. Comme par exemple, quand on prend ton métier comme ça de courtage, je pense que tu es le seul courtier noir que moi je connais. Est-ce que, on a envie de dire que c'est parce que la population noire, en tout cas je parle pour les Africains, quand ils sont en France, ils s'intéressent peu au domaine de l'immobilier ou c'est parce que c'est un domaine qu'il faut se battre en tant que noir pour pouvoir avoir sa place? Effectivement, je fais partie des rares noirs à être courtier, mais bon, on peut nous compter sur le bout des doigts. J'ai pas beaucoup de collègues courtiers noirs, la plupart c'est des blancs. Mais voilà, moi ça fait plus de 10 ans que je suis dans le domaine, donc voilà, je n'ai pas peur de rentrer là où voilà, je me sens capable d'aller. Et donc, c'est pas parce que je suis noir que je peux pas faire le même travail et même mieux que les Français qui sont sur place. Voilà, donc je suis français, donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit se limiter à rentrer dans des domaines tertiaires, des domaines d'expertise et tout. Donc voilà, il y a beaucoup d'Africains qui sont ingénieurs, il y a beaucoup d'Africains qui sont dans le groupe, hein, qui sont des ingénieurs, qui sont des chercheurs, qui ont de très très bons niveaux. Et voilà, c'est quelque chose que nous, en fait, on aimerait véhiculer et puis, casser, en fait, l'image du black, même s'il n'y a pas de saut métier, du black qui fait, voilà, qui fait du ménage ou qui fait, je ne méprise pas, il en faut, mais on essaie quand même de monter le niveau. Voilà, on essaie de monter le niveau et il faut changer les mentalités. Donc, il faut rééduquer les gens, il faut leur donner en fait une nouvelle vision des choses. Et le courtage, c'est un enjeu aussi hein, dans la communauté noire. Il faut en parler. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas et qui ignorent. C'est pour ça qu'en fait, ils ne font pas de projet immobilier. Mais s'ils le savent, ben, forcément, ils se lanceront. Il faut simplement les éduquer en fait et Dans ce cas-là, il continuer faudrait, de prêcher le message de l'évangile jusqu'à ce que ça atteigne les oreilles de tous les Noirs de France et un peu partout en Europe et dans le monde. est-ce que selon toi, la répatriation, c'est quelque chose qui fait peur aux Noirs de la diaspora? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils appréhendent ou c'est quelque chose qui est tabou? Bon, moi je pense que il faut la répatriation, il y a beaucoup d'enjeux en fait dans la répatriation, il y a beaucoup de paramètres. La répatriation, c'est quelque chose qu'il faut préparer en amont. On ne peut pas se lever et puis partir comme ça. Donc, effectivement, ça peut faire peur quand on est seul à faire sa répatriation. On a peur de savoir où est-ce qu'on atterrit. On a peur de ne pas avoir des relais sur place. On a peur du choc culturel puisque même nous, Noirs, quand on va en Afrique, on nous traite de blancs. on nous- Donc, ici en France, ben, on nous traite de Noirs. En Afrique, on nous traite de blancs. Donc, où est-ce qu'on est, les gens de la diaspora? Est-ce qu'on a une autre place ou pas? Mais il faut pas avoir peur de ça. On est vraiment des Africains et on a une expertise que les autres là-bas qui n'ont pas vécu ici, qui n'ont pas vécu en France ou dans la diaspora ou en Europe, aux États-Unis ou partout dans le monde, n'ont pas forcément. On a une vision, on a une rigueur que eux ils n'ont pas forcément là-bas, même si ça tend vraiment à se démocratiser, hein, travailler dans la rigueur et tout ça. Mais on a une expérience que forcément eux qui sont là-bas, qui ne sont jamais venus ici, n'ont peut-être pas, qu'on peut apporter. Voilà, on a un savoir-faire à la française qu'on peut apporter sur place. On a des métiers, on a des expertises qu'on peut faire des données. On peut aller créer son entreprise et être créateur d'emplois, générer son business, être dans une niche. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, ben, nous, on est assez armés. Il ne faut pas avoir peur de la répatriation. Euh, on est armé pour le faire. On est armé pour le faire, donc il ne faut pas avoir peur de ça. Euh,
il faut y aller. Euh, ce sera pas des vacances, c'est pas comme si ben, on va en vacances ou comme si on allait au Bushman Café ou bien comme si on allait à l'Hôtel Ivoire ou comme si on allait à Sydney tous les jours. Non, on va être confronté justement à la vie réelle là-bas et voilà, c'est des choses qu'il faut apprendre tout simplement à affronter. Voilà, il y aura des chocs, il y aura des déceptions, il y aura des choses qui vont peut-être nous révolter, mais il faut s'adapter. Il faut s'adapter, se faire petit peut-être aussi à quelque part, Tout à mais fait. aussi être sûr de ses forces et puis voilà, apporter. On est là pour apporter quelque chose, donc il faut aller apporter. Faut pas attendre que tout nous tombe tout chaud, comme voilà, que l'État fasse tout. C'est nous, les gens de la diaspora, puisque même l'État fait appel aux gens de la diaspora. Et il me semble que même quand on est de la diaspora et qu'on va créer des entreprises, l'État met en place des subventions pour nous aider à créer nos entreprises et des avantages fiscaux même pour ne pas payer des taxes et tout quand on crée des entreprises. Donc tout ça, c'est fait pour inciter les gens à descendre. Et vous savez, je crois qu'il y a, je ne sais pas quels sont les chiffres exacts, mais il y a plus de plusieurs milliards d'euros de la diaspora qui sont envoyés Tout à en fait. Afrique chaque année. Et les agences de, comment on appelle, de transfert d'argent peuvent en témoigner. Hein. Ce sont des devises énormes qui vont et qui ne servent qu'à soutenir des familles. Donc ça, nous, si on part avec nos devises, on part avec notre expertise, on crée des emplois, on peut mettre en place, créer une classe moyenne en Afrique. Et cette classe moyenne-là va permettre justement, et ce qui fait qu'un pays se développe, c'est quand la classe moyenne se développe. Et si la classe moyenne, nous venons mettre en place une nouvelle classe moyenne, automatiquement la société va se développer, on va créer des emplois et on va changer les mentalités et on va impacter en fait euh, notre espace, notre continent et puis voilà, l'Afrique va se développer. Je sais que les chiffres de l'OCDE ne montent pas, disent qu'en 2050, le PIB africain, la richesse africaine sera supérieure à celle de l'Europe. Donc, j'y crois. Donc, il ne faut pas avoir peur. Et tu penses que rentrer en étant accompagné par une association comme Pont Afrique Investissement et rentrer en étant seul parce qu'on a un socle familial sur place et des proches qui sont restés au pays, est-ce que tu penses que c'est la même chose? Non, je pense que, il faut pas faire les choses seul, en fait. Même, ne même pas s'accrocher à la famille parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions dans les familles, des arnaques, des choses, des abus, en fait, hein, de confiance et tout. Donc, parce que voilà, c'est mon frère, je lui donne de l'argent, il ne fait pas ce que je lui demande, donc je peux rien faire. Je ne peux pas me retourner contre lui. Et d'ailleurs, pourquoi aller porter plainte contre son frère ou amener son frère en prison parce qu'il m'a mangé l'argent? Je ne peux rien faire. L'argent, ça va, ça vient. Hein. Voilà. Donc, autant se rapprocher d'une association comme la nôtre qui a des relais sur place, des personnes sur place et qui peuvent nous donner des conseils. Donc, voilà. Je pense qu'il est important de pouvoir se baser sur une association qui fait ses preuves et qui va nous donner des vraies informations et qui va justement nous aider à éviter les pièges, justement. Mais quelqu'un qui ne connaît pas les membres de l'association de façon intime peut dire, je peux pas. Bon, après, le but de l'association aussi n'est pas de prendre les fonds des gens et de faire leurs investissements à leur place. Nous, on est là pour les accompagner et pour leur dire, voilà ce que tu devrais éviter, voilà plutôt ce que tu devrais faire. Parce Non, que, nous, on- on est des accompagnateurs. Excuse-moi hein, de te couper, mais on est des accompagnants, on est des conseillers. Après, c'est le membre lui-même qui décide de ce qu'il va faire et de son argent, de ce qu'il va faire. tout à Par contre, ça ne nous empêche pas de faire des projets communs. fait. Forcément, on mettra en place des projets communs sur place, des choses intéressantes, des investissements communs, que ce soit dans le transport, dans l'agriculture, dans Et les énergies et tout ça. Donc, on a tellement de choses à faire et je pense que tu peux faire ton projet individuel, mais aussi ensemble, on est plus fort. Donc, tu peux mettre aussi, te diversifier en sécurisant aussi ton business par un projet commun et en mutualisant nos apports, on peut créer quelque chose qui peut être intéressant et qui peut nous rapporter aussi au-delà même de notre business en solo. Mais il faut savoir que le membre est libre de faire ce qu'il veut, de tout faire à son fait. projet. Et nous, on est là pour conseiller et pour éviter les pièges.
Voilà. Donc, tu es d'accord avec moi que si quelqu'un vient s'installer à Abidjan, ben, il va bénéficier de ton aide, de ton expertise, de tout ce qu'il faut, du budget qu'il faut prévoir. Et tout ça, même, on va même mettre en place un guide pour aider les gens à s'installer à Abidjan et tout, que ce soit dans la scolarité des enfants, dans l'installation dans le travail avec justement un carnet d'adresses pour ceux qui veulent rester salariés de sociétés qui emploient, qui embauchent. Et chaque jour, on a même des offres d'emploi à jour qu'on peut même diffuser à tous nos membres. Donc, à ce niveau-là, on est carré. Et donc, on est là pour accélérer en fait et faire réussir leur investissement, sécuriser leur investissement et accélérer faire réussir aussi leur installation sur place, bien sûr. Surtout leur éviter des erreurs et bien préparer les choses. Vraiment faire en sorte que la répatriation se passe sereinement parce qu'on a compris aussi que ça faisait peur de quitter son confort, si on peut appeler ça comme ça, pour aller tout recommencer ailleurs. Mais effectivement, ça va dépendre du mindset de chacun et de la volonté que chacun va mettre dans son intégration là-bas. Euh, une question, qu'est-ce que moi, si je ne suis pas membre de l'association et que j'envisage peut-être de revenir au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou en Guinée, qu'est-ce que je gagne à rejoindre une association comme Pont Afrique Investissement? Ben déjà, tu gagnes de ne pas être seul déjà dans ton projet de retour. Tu gagnes Mhm. d'être dans une association où des gens partagent en fait ta vision de retour. Et ce sont ces gens-là qui vont te conseiller. Donc, et aussi, tu auras, comme je le redis encore, tu auras des relais sur place qui vont t'aider dans ton installation. Tu auras des conseillers et on fait aussi des webinaires où on invite des experts dans leur domaine et même les membres de notre association sont experts dans pas mal de domaines. Il y a des experts dans le transport qui ont déjà éprouvé le métier donc, de transporteur, euh, dans les VTC, qui ont déjà essuyé des plâtres, qui savent quelles sont les erreurs à ne pas faire. Alors imagine, tu veux faire du VTC, eh ben, si tu rentres dans l'association avec des gens qui ont déjà été dans le VTC en Afrique, qui ont déjà vu comment ça se passe et qui ont connu en fait les pièges qu'il faut éviter, eh bien automatiquement tu auras tout de suite ces réponses euh, et éviter justement de mettre de l'argent et faire des erreurs. Voilà. Donc tu vas vraiment bénéficier de conseils et surtout de l'expérience des gens qui sont sur place et qui ont déjà fait le projet. Donc voilà, en fait tu as tout à gagner. Tu as tout à gagner à rentrer dans une association et à faire les choses ensemble. Euh, les Chinois font des choses en commun, les Asiatiques font des choses en commun, les Juifs font des choses en commun, euh, les Libanais font des choses en commun, même les Français, quand ils vont dans d'autres pays, ils ont des associations Oui, d'expatriés sur place. Donc, ils restent tout entre à eux. Ils font des trucs entre eux. Ils bénéficient des conseils entre eux. Tu vois, partout dans le monde où ils sont, ils ont toujours fait d'entraide. voilà, un réseau d'entraide. Donc, tu vas bénéficier d'un réseau, tu vas bénéficier d'un réseau d'entraide, tu vas bénéficier de carnet d'adresse, tu vas bénéficier d'expérience des autres. Et donc, voilà, si les autres le font, pourquoi est-ce que nous, les Africains, on ne devait pas le faire? Tout à fait. Non, non, il faut le faire, il faut être ensemble et puis ne pas penser qu'à soi, en fait. Est-ce que tu penses qu'il y a un âge idéal pour commencer à penser à la répatriation au retour au pays? Est-ce que, est-ce que tu penses que ça se prépare dès le moment où on arrive ou est-ce que il faut attendre la retraite ou quand on se sent prêt ou quand les enfants rentrent à l'école? Parce qu'en discutant avec les gens, là, pendant mon séjour en France, je constate que beaucoup de personnes remettent toujours à plus tard. Et là, j'ai croisé un tonton et je me suis rendu compte, bon, il me fait part de son envie de rentrer au pays qui est là depuis 10 ans, mais il est encore là, quoi. Je veux dire, est-ce que tu penses qu'il faut autant de temps pour préparer une répatriation? Non, 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 je pense qu'il n'y a pas d'âge idéal, en fait. Si la personne, il suffit que la personne se sent prête dans son esprit, dans sa tête. En fait, tout se passe dans la tête.
Tu peux avoir 70 ans et ne pas être prêt à rentrer en Afrique, hein. Donc, tu peux avoir 20 ans, 25 ans et puis être le cas de ma cousine qui a 26 ans et qui veut déjà faire sa répatriation, qui veut retourner au pays et qui est même là-bas encore en vacances actuellement et qui est en train de prendre ses repères et puis de voir ce qu'elle pourra développer là-bas sur place. Donc, elle y est déjà. Et donc, elle a que 26 ans et elle pense déjà à retourner en Afrique parce qu'elle elle y va quasiment tout le temps. Elle s'est dit, mais pourquoi ne pas y retourner puisque j'y vais chaque été? Donc, autant aller et puis créer voilà. Moi, je dis que plus on est jeune et plus on y va, et mieux c'est. Parce que même si on échoue, on peut revenir encore et on est encore jeune. On est encore nourri de cette expérience en Afrique et on peut venir vendre même ici auprès des gens qui sont ici. Donc voilà. Et puis, aller en Afrique, aller faire sa répatriation ne veut pas dire qu'on coupe les liens avec la France. Tu vois? On peut devenir plus fort ici en devenant propriétaire de sa résidence principale et puis aller investir en Afrique aussi en prenant une résidence secondaire là-bas et faire des va-et-vient avec la France. Donc, c'est pas parce qu'on va en Afrique au plus tôt on coupe les liens avec la France ou avec notre pays où on est, même si tu es en Italie, en Espagne, en Suisse ou voilà, un peu partout en Europe ou au Canada. Tu peux faire ta répatriation, mais tu peux toujours garder les pieds en France. Mais plus jeune tu es, plus tu peux faire. Un gars qui a 70 ans n'aura pas la même énergie physique pour faire il ne sera pas dans le transport là-bas ou dépenser son énergie physiquement. Déjà, il ne pourra pas par rapport à un gars qui a 30 ans. Donc, plus l'âge avance, plus c'est difficile voilà, de faire sa répatriation. Donc, autant le faire le plus tôt possible, en fait. Oui, puis en vieillissant aussi, on a besoin de sécurité, on a moins peur de prendre, on a plus peur de prendre des risques, on a envie de faire du surplace, quoi. On n'a pas forcément envie d'aller et tout recommencer à zéro. Donc, effectivement, il faut y aller. Moi, je conseillerais aux gens d'y aller quand ils ont encore un peu d'énergie. Et puis surtout aussi, les opportunités aussi passent, hein. D'un gouvernement à un autre, les choses peuvent passer le temps que ça se mette en place. Ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître, mais le temps que ça se mette en place et que le nouveau pouvoir s'installe et tout ça. Donc, qu'est-ce que toi, tu conseillerais alors aux gens qui envisagent de rentrer et qui le reportent ou qui ont des craintes ou Parce qu'il y a des gens aussi qui n'ont plus de famille sur place aussi, hein. On peut être confronté à cela. Est-ce que si je n'ai plus de famille sur place à Abidjan et que j'ai quand même l'envie de rentrer en Afrique, est-ce qu'il faut quand même que j'y aille? Parce qu'il y a toujours un cousin, une cousine qui est là, ou un tante, un oncle, une tante, un oncle, ou est-ce qu'il faut que j'aille voir un autre pays? Parce que en Afrique, il y a quand même 54 pays et pourquoi pas aller ailleurs? Est-ce qu'on est obligé de rentrer dans nos pays d'origine? Mais ça, tu y as répondu tout à l'heure pour ta part. Bon, moi, personnellement, je retournerai en Côte d'Ivoire dans un premier temps parce que, voilà, comme je vous dis, j'ai mon village, j'ai mes attaches et j'ai tout là-bas. Mais faire sa répatriation en passant par un fonds Afrique Investissement, ce n'est pas forcément retourner dans son pays d'origine ou aller dans la famille. Voilà. D'ailleurs, même, moi, je conseille à tous ceux qui veulent retourner de retourner sans compter sur leur famille et sans même mettre leur famille dans l'affaire. Parce que la famille, ça peut être aussi un fardeau aussi, hein. Ça peut être Oui, quelque oui. chose qui nous retarde Effectivement, énormément. j'ai discuté avec un ami qui me disait que il reportait son projet de répatriation parce que une fois à chaque fois qu'il en parle à sa famille, eux, ils ont l'impression que quand il va rentrer, ça va faire des sources de revenus en moins pour eux. Donc, eux, ils le voient en sauveur, quoi. Donc, même si toi, tu as tes frustrations et que tu as envie de rentrer parce que ton pays te manque, ta famille te manque, ben, eux, en fait, ils voient plutôt leur source de revenus qui va être coupée parce que quand tu vas quitter la diaspora, tu vas plus leur envoyer les 50 000 francs tous les mois vu que tu vas venir rester là avec eux. Donc, en gros, il y a des gens qui vont te sortir des dingueries, qui vont te dire, je préfère que tu restes là-bas même si tu viens pas, mais que tu continues à nous envoyer l'argent. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Donc, que je reste en France et que je continue de vivre, quoi. Oui, tu Bon, nous envoies les mobile money et puis tous les services de transfert d'argent qu'on connaît.
que je continue de vous envoyer des Western Union, des Ah oui, MoneyGram faire de et la des pub. Send et tout ça, même si voilà, je fais la pub, hein, mais non, mais écoute, non, la famille, en fait, ça peut être un vrai frein, un vrai frein. Et nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment de faire les choses en dehors de la famille. Même moi-même, si je vais faire mes trucs, il faut que je sois en dehors de ma famille, hein, forcément. Je pense que voilà. Euh, et l'association, en fait, est notre famille qui, je pense, ne pourra pas nous renier ou nous piéger ou faire notre argent. Euh, on a des gens dans l'association qui sont des experts en levée de fonds. Voilà, il y a des experts en levée de fonds. Le membre, il est en Guinée. Donc voilà, il a investi en Côte d'Ivoire, il a des affaires en Côte d'Ivoire, il fait des événements en Côte d'Ivoire qui fonctionnent très bien. Et là, on veut même organiser des choses au Maroc. Donc l'Afrique, je vous dis, l'Afrique, c'est notre terrain de jeu. C'est pas parce que on est ivoirien qu'on doit forcément, moi, demain, si le Cameroun, il y a des perspectives, je peux lancer mes affaires au Cameroun. Mon entreprise de courtage en est au Cameroun. Donc, euh, du moment que il n'y a pas la barrière de la langue, peut-être même s'il y a la barrière de la langue, que voilà, je dis, voilà, je vais apprendre à parler l'anglais. Bon, j'ai des notions d'anglais, mais si c'est plus difficile pour moi, voilà, mais s'il n'y a pas la barrière de la langue, ben, il n'y a pas de souci. On- Je parle de ceux qui ne parlent pas anglais. Il y a plein de pays francophones où on peut, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc, en Tunisie, il y a du business partout. Il y a du business à faire. Euh, voilà, au Maroc, il y a du business dans la transformation du chocolat là-bas, sur place, dans la transformation des huiles même d'olive et tout ça. Il y a pas mal de choses qui se font et voilà, il y a des marchés à prendre. Donc, Opportunités. Il y a des opportunités partout il y a sur le des continent. opportunités partout. Donc, il ne faut pas te limiter. Il y a plein de gens qui sont allés au Congo. Apparemment, le Congo, c'est tellement puissant là-bas, on ne s'en rend pas compte. Mais le Congo, les gens qui ont fait leur répatriation au Congo, Kinshasa ou Libreville, disent que c'est à Kinshasa notamment, que Kinshasa, c'est puissant, hormis bon, l'instabilité politique. Mais vraiment, il paraît que vraiment, ils ont un niveau de vie qui est très, très haut, hein, et très haut là-bas. Donc, parce que voilà, il y a plein de choses à développer. Là-bas, ils ont tout ce qui est euh, réserve minière. Le sous-sol est immense. Il y a tellement de choses à développer. Bon, comme c'est un peu dangereux, mais il y a d'autres business à développer là-bas au Congo. Donc, moi, s'il y a des choses à faire au Congo, moi, j'y vais, hein. Il n'y a pas de souci. Si on a des gens dans l'association qui sont congolais qui peuvent nous être des relais sur place, il faut y aller. Il faut y aller. Où tu te vois dans 5 ans alors? Bah, dans 5 ans, je me vois en Côte d'Ivoire et puis dans l'Afrique de l'Ouest notamment. Et voilà. Et puis après, ben, voilà, il y a le Maroc qui est là aussi. Et puis Le Maroc revient souvent, hein. On dirait que tu aimes le Maroc. le Maroc, j'y étais, j'étais à Marrakech, j'étais à Casa. J'ai vu comment ça se développe. Voilà. Et puis les Marocains ont beaucoup investi avec la Côte d'Ivoire. Et puis avec la Côte d'Ivoire, il y a eu la CAN. Donc il y a un effet, tu vois, Il y a quelque chose bilatéral. Il y a qui un semble. effet bilatéral entre les Ivoiriens et les Marocains. Donc, Donc, la- tu te sens marocain. C'est vous qui avez coupé vos maillots en deux pendant la CAN moitié-moitié là. Bon, moi, j'étais en France. J'ai pas suivi la CAN de la Côte d'Ivoire. J'aurais bien voulu y être. Toi, tu as eu la chance d'y être, Un d'être gros au événement. stade et tout. Mais j'aurais bien voulu vivre ça et les émotions ont forcément été démultipliées quand on était sur place. Mais c'est vrai que mon cœur était coupé à moitié marocain, à moitié ivoirien parce que je supportais le Maroc et ça m'a un peu fait mal quand j'ai vu que le Maroc a été éliminé. Je ne sais pas si c'était en quart de finale ou en demi-finale. C'était un mal pour un bien. C'était pour qu'on garde notre CAN qu'on a organisé avec nos propres argent. C'est vrai, c'est vrai. La Côte d'Ivoire a gardé sa coupe. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On ouvre la En tout canne et cas, on ferme la canne. par ça, comment, ce format-là, en entretien.
Ça permet aussi de faire un focus sur le président de notre association, qui se donne beaucoup, comme je l'ai dit en entrée. Au sorti de l'entretien, ce que je voudrais te poser comme question, c'est qu'est-ce que tu te souhaites à toi-même en termes de réussite, que ça soit professionnel ou le reste. En tout cas, en termes d'Africains en France qui envisagent la répatriation, qu'est-ce que tu te souhaiterais? Bah, je souhaite tout simplement de réussir cette belle œuvre que nous avons, que nous sommes en train de monter. Voilà, de réussir pour Afrique Investissement. Je souhaite de réussir aussi ben, dans ce business-là aussi que je veux exporter en Afrique. Voilà, je souhaite, euh, au-delà de moi, en fait, comme j'ai dit, le projet, en fait, c'est pas forcément pour moi, mais je souhaite que l'Africain passe à un autre niveau, en fait. Voilà, moi, c'est ça. C'est vraiment ma préoccupation. Je souhaite de réussir, effectivement, dans mon pays, être installé, être un gros bonnet sur place, effectivement. Mais je ne vais pas réussir que moi seul. Je veux que mes frères et mes sœurs qui sont africains, qui m'écoutent, bah, puissent réussir aussi, augmentent leur mentalité, leur mindset pour C'est ce qu'il pouvoir faut se souhaiter. investir et puis prendre le train en marche parce que dans 5 ans, ça va être difficile. Les places seront déjà prises, quoi. Voilà. Et un dernier mot pour la diaspora de façon générale, hein, qu'elle ait envie de rentrer ou qu'elle n'ait pas envie de rentrer ou qu'elle ne le sente pas. Eh bien, rapprochez-vous de Pont Afrique Investissement. D'accord, on va leur dire ça. Merci beaucoup, Eric, pour cet entretien. Merci, Marie. Je rappelle que tu es le président et cofondateur de Pont Afrique Investissement et Tout à fait. accessoire courtier en prêt immobilier, ivoirien et brillé, résident à Lyon, marié et père de 3 enfants. Et que depuis une année, nous œuvrons pour faire entrer le maximum de nos frères de la diaspora dans, dans nos différents pays, sur les terres en tout cas de leurs ancêtres, et aussi les Afro-Caribéens qui sont quand même intéressés par l'association. Je te remercie. Effectivement. On n'oublie pas les Antilles, force aux Antillais. Et votre place est en Afrique. Si vous voulez rentrer, on est ensemble. Merci beaucoup, Eric. Bon Merci, après-midi Marie, et et à bonne chose à tous nos abonnés. À bientôt. ciao. Ciao.